J'ai scruté l'invitation comme s'il s'agissait de la photo d'un inconnu, une image que je reconnaissais, mais qui ne m'offrait aucune reconnaissance en retour. La première ligne disait simplement « Marielle Anders et son fiancé vous invitent cordialement », puis une liste de noms que je connaissais à peine. Le nom de sa mère, Lorna, et son écriture autoritaire, ses nouveaux beaux-parents, des cousins que je n'avais jamais rencontrés. Mon propre nom n'était nulle part sur ce carton impeccable, pas de juget, pas d'ex-mari, pas même un discret, plus un, glissé entre parenthèses. Mon nom avait disparu, effacé par omission, et pourtant, j'étais assise au bord de mon bureau, absorbant chaque mot, certaine de manquer quelque chose. Une pièce jointe séparée était posée à côté de l'invitation. Une carte plus petite, au papier ivoire net et net, au bord impeccable. D'une écriture manuscrite, ces mots, s'il vous plaît, ne faites pas de cette histoire une affaire personnelle. Restez à l'écart. Inscrivez simplement, Lorna, sa mère, la femme qui m'appelait autrefois sa famille. J'ai senti mon estomac se serrer comme si j'avais avalé des épingles. L'insistance de Lorna pour que je ne sois pas présent ressemblait à un verdict rendu sans procès. Un décret silencieux stipulant que je n'avais plus aucune place dans leur vie. Je tenais cette carte entre le pouce et l'index et regardais l'encre scintiller sous la douce lumière de la lampe, incapable de détourner le regard. Comment une identité entière pouvait-elle se résumer à quelques mots éloquents? Depuis combien de temps cette douce expulsion était-elle planifiée? Et pourtant, avec toute cette cérémonie et cette politesse, j'avais l'impression d'une exécution. Il m'a fallu une heure entière pour mettre de côté l'invitation et trouver le tiroir où je rangeais mon épinglette de juge. Cette épinglette n'était pas un simple accessoire. C'était le symbole de décennies de service, de nuits blanches passées à étudier des dossiers, de tribunes, de toges et du silence qui emplissaient la salle d'audience tandis que je rendais des décisions fondées sur le droit, l'éthique et la conviction que la vérité pouvait se suffire à elle-même. Marielle disait, je m'accrochais au symbole comme s'il pouvait me protéger, ressouder ma dignité quand tout le reste me semblait fragile. Elle riait parfois, écartant mes revers de veste et me disant que l'épingle ne me rendrait jamais plus viril que mon travail. Pourtant, je ne l'ai jamais abandonné. Même maintenant, mes doigts se refermaient sur ce talisman de métal froid, gravé en relief de la balance de la justice, et je ressentais une étrange bouffée de chaleur et d'ancrage dans la tempête que les mots de Lorna avaient déclenchée. Je la gardai un instant, laissant son poids s'enfoncer dans ma paume avant de la glisser dans ma poche. Je ne l'avais pas portée depuis des années, car j'avais retiré ma robe juste après notre divorce, persuadé que m'éloigner du tribunal m'aiderait à m'éloigner d'elle. Pourtant, elle était là, toujours là, m'attendant, telle une photographie d'une vie que je croyais avoir laissée derrière moi. Les souvenirs affluaient. Le matin où j'ai aperçu cette épinglette, en entrant dans les couloirs marbrés du palais de justice, un frémissement de fierté dans la poitrine. Les longues nuits où je l'enlevais pour frotter mon café. Des taches sur mes mains après avoir étudié les notes de mon dossier. Marielle, debout au premier rang le jour de la remise des diplômes, rayonnait comme si elle avait remporté un triomphe à mes côtés. Je me souvenais de ses murmures. Tu es monté si haut que je pouvais juste glisser ton manteau, taille. J'ai failli sourire à ce souvenir, mais ce souvenir m'a fait plus mal qu'il n'a guéri. Après la demande de divorce, j'ai arrêté de la porter. J'ai emballé ma robe et donné de vieux livres de droit. Seule l'épingle est restée, cachée comme une blessure qui refusait de guérir. J'en ai suivi les bords, le métal froid silencieux contre ma peau, et j'ai senti la vieille fierté et le vieux chagrin se mêler. Marielle m'avait reproché de m'accrocher à mon identité comme si c'était tout ce qui me restait. Et maintenant, dans cette exclusion malveillante, elle et sa famille m'obligeaient à affronter ce qui restait. Un nom qui imposait autrefois le respect était désormais muet, non écrit, invisible. J'ai placé l'invitation et le petit mot cinglant dans une enveloppe et je les ai scellés. Le rituel du scellement semblait définitif, comme si, en y joignant leur refus écrit, j'en ai aussi enfoui la douleur crue. Le reflet de l'épingle de juge dans ma poche me rappela que l'acte d'exclusion n'était pas mon choix. C'était le leur. Pourtant, je ressentis une lueur de détermination. S'ils voulaient me réduire au silence, je prouverais que le silence ne signifiait pas l'anéantissement. Je me levai de mon bureau et me dirigeai lentement vers le miroir en pied du couloir. Le reflet qui me renvoyait était celui d'un homme dont les cheveux étaient devenus argentés aux tempes, dont les yeux étaient plus marqués par la fatigue que dans mes souvenirs, mais dont la posture conservait une certaine stabilité. Il n'y avait pas de tenue de mariage accrochée dans mon placard. Pas de smoking prêt à être porté, aux plis impeccables.
Je vivais désormais seul dans un appartement calme de Raleigh, loin de Charleston où Marielle échangeait ses vœux. Ma vie était devenue une série d'étapes soigneusement mesurées, chacune faisant écho à ce que j'étais autrefois. Mais en me regardant dans le miroir, je résolus que si Marielle et sa mère cherchaient à me réduire à l'absence, à l'effacement, alors je leur montrerais que les équations destinées à soustraire pouvaient encore une présence durable s'imposer. Je souris à mon reflet, une petite courbe droite aux lèvres. J'avais du travail. Des rendez-vous, des affaires à régler, une vie que j'avais bâtie sur des principes, et non sur des privilèges. Je touchai l'épingle à travers la poche de ma veste, sentant son manche rassurant, et enfilai un blazer usé par-dessus une chemise blanche impeccable. Presque machinalement, je repoussai mes cheveux grisonnants, redressai mon nœud de cravate et ajustai mon col. L'invitation de Marielle resterait fermée sur ma table d'entrée jusqu'à ce que je décide de son sort. Mais je ne la laisserai pas définir le mien. L'épingle, au moins, se souviendrait de qui j'étais. Un juge, un mari autrefois, un homme qui croyait au pouvoir des mots et au poids des symboles. Je me dirigeai vers la porte, marquai une pause et expirai comme pour me libérer d'une main qui serrait mon cœur trop fort depuis trop longtemps. La lumière matinale qui filtrait par la fenêtre semblait me demander ce que je comptais faire ensuite, et je redressai les épaules. Quoi qu'il advienne de ce mariage, que je reste à l'écart ou que j'y fasse face, je n'emporterai avec moi que le fait que mon nom ne figurait peut-être pas sur une invitation, mais il n'était pas perdu. Pas encore, et pas tant que je garderai cette épingle contre ma poitrine et la vérité au plus profond de mon âme. Le trajet jusqu'à Charleston m'a semblé plus long qu'il n'aurait dû. J'avais répété chaque réplique, chaque hochement de tête poli et chaque demi-sourire dont j'aurais besoin pour traverser ce mariage. Mon nom n'apparaissait nulle part sur le plan de table, mais cela ne signifiait pas que je les laisserais dicter ma place. Je me suis garé sur le parking gravillonné derrière le vignoble reconverti et je suis sorti, l'air humide pesant comme s'il voulait étouffer tout espoir de dignité qui me restait. Le vignoble lui-même avait été transformé en un lieu tout droit sorti d'une double page de magazine. Des nattes blanches drapées sur des poutres en bois, des guirlandes d'ampoules délicates entrecroisées au-dessus de ma tête, projetant une lueur dorée qui m'a presque fait oublier pourquoi j'étais là. Presque. Le dîner de répétition battait son plein lorsque je suis entré. Des rires jaillissaient des verres à vin comme l'eau d'un barrage fissuré. Je pouvais sentir les yeux, des murmures qui s'arrêtèrent au milieu d'une phrase lorsqu'ils comprirent que j'étais l'homme qu'ils ne s'attendaient pas à voir. Mes pas me portèrent devant des tables remplies de visages souriants que j'avais autrefois considérés comme de la famille, même si aucun ne se tourna pour me saluer. Ni tante Sarah, qui m'avait tenu la main le jour de mon mariage avec Marielle. Ni mon ancien beau-frère, Kit, qui m'avait un jour appelé le frère que je n'ai jamais eu. Ni même Lorna, qui avait signé cette carte venimeuse me disant de rester à distance. Ils trouvèrent tous un autre endroit où regarder, ailleurs que moi. Je trouvai ma table assignée au fond, nichée près de la dernière rangée de tonneaux de vin, ceux qu'ils avaient empilés pour donner à l'endroit un air rustique. Ma place n'avait pas de pancarte, juste une étiquette pliée indiquant simplement « réservé ». Je la fixai un instant, puis tirai quand même la chaise, me plantant comme un drapeau indéboulonnable. La conversation continua sans moi. Les assiettes tintèrent, les fourchettes raclèrent. Un serveur passa avec une image d'eau et ne me demanda même pas si j'en voulais. Je baissai les yeux. Je me demandais si c'était ce que ressentaient les fantômes lors d'un dîner entre vivants. Coincé entre présence et absence, voyant tout sans être reconnu par personne. J'essayais de repérer Marielle dans la foule, une habitude que je n'avais jamais vraiment perdue. Elle était toujours la lumière la plus éclatante de la pièce. Et elle était là, flottant parmi ses invités dans une robe ivoire fluide qui brillait comme une promesse. Ses cheveux cascadaient sur ses épaules en vagues que je peignais avec mes doigts après de longues journées au tribunal. Maintenant, elle était la mariée en tout point, parfaite, posée, soignée. Le rire qui s'échappait de ses lèvres semblait répéter, comme le spectacle de toute une vie. Elle ne me regardait jamais. Pas une seule fois. Si elle me voyait, elle faisait semblant de ne pas me voir. Et je faisais semblant de ne pas remarquer la façon dont son sourire vacillait lorsque mon nom flottait dans l'air comme de la fumée. Elle flottait autour des tables avec un verre de vin, s'arrêtant ici et là pour remercier les invités, accepter les compliments, sourire à Lucien Grant. Je le détestais avant même de lui serrer la main. Lucien, il avait le charme que les avocats s'appropriaient comme un insigne d'honneur. Son sourire était un couteau à cran d'arrêt caché dans un bouquet de roses. L'avocat d'affaires est devenu une vedette de la télévision.
Son visage était placardé sur les couvertures de magazines et les publications sur les réseaux sociaux qui le présentaient comme un homme à surveiller. C'était un homme qui savait exactement quand faire un compliment et quand lâcher une bombe. Et il m'a vu aussi. Je l'ai surpris à scruter la salle, son regard parcourant chaque invité jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Il s'est penché vers son témoin, un homme en costume mal ajusté qui a ri trop fort et a murmuré quelque chose qui les a fait sourire tous les deux comme des chats qui auraient coincé une souris. J'ai compris alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'un mariage. Il s'agissait de réécrire le récit, de m'assurer que je ne sois qu'une note de bas de page dans l'histoire qu'ils étaient en train d'écrire. Je lui ai rendu son regard, refusant de cligner des yeux. L'air entre nous s'est épaissi comme un silence de tribunal après un verdict. J'avais passé ma carrière à lire sur les visages, à savoir quand un témoin mentait ou quand un procureur déformait la vérité pour justifier une condamnation. L'expression de Lucien c'était la même que j'avais vue sur le visage d'homme qui pensait pouvoir déjouer le système d'un sourire et d'une poignée de main. Je me demandais ce qu'il avait murmuré. Que j'étais une honte. Que j'étais un fantôme qu'ils devaient tolérer une nuit de plus. Ou peut-être était-ce plus simple, qu'ils avaient gagné, et que j'étais là pour les regarder célébrer leur victoire. J'ai caressé le bord de mon verre du bout des doigts, souhaitant la chaleur du whisky plutôt que la fraîcheur de l'eau. Les verres à vin scintillaient sous les guirlandes lumineuses, se moquant de moi avec le parfait reflet d'une vie que je n'avais plus. La musique est passée à quelque chose de plus lent, quelque chose qui rapprochait les couples, les faisait se regarder comme s'ils partageaient un secret. J'ai vu Marielle glisser sa main dans celle de Lucien et j'ai senti une vieille sensation me remonter le long de l'échine. Elle le regardait comme elle me regardait autrefois, comme s'il était son encre dans un monde qui tournait trop vite. Peut-être l'était-il. Peut-être lui avait-il donné quelque chose que je n'aurais jamais pu avoir. Un avenir qui ne comprenait rien. Moi? Les rires à la table d'honneur montaient et descendaient comme des vagues. De temps à autre, je croyais entendre mon nom, mais je n'en étais pas sûr. J'étais témoin de ma propre gomme, spectateur d'un dîner où ma place n'était qu'une formalité, ma présence une formalité. Je repensais à cette invitation, à la façon dont mon nom s'était envolé comme de la fumée. Je repensais au texte précis et précis de Lorna. S'il vous plaît, ne vous en faites pas, je repensais à chaque fois où je m'étais assis sur un banc et que j'avais lu des noms, sachant que les noms avaient du poids, qu'ils signifiaient quelque chose. Je repensais à l'épingle dans ma poche, celle qui me rappelait que j'avais été un homme important. Et tandis que les rires montaient autour de moi, que le sourire de Luciane s'élargit et que le regard de Marielle se posait n'importe où sauf dans ma direction, je décidai de ne pas les laisser me prendre ça. Pas. Ce soir. Jamais. Je m'assis à cette place sans nom, le menton haut, le dos droit. Qu'ils me voient. Qu'ils ressentent le poids d'un homme qu'ils ne pouvaient effacer avec une disparition. Une carte de visite ou un murmure perçant. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me retirer. S'ils voulaient que je sois leur fantôme, je les hanterais de chaque regard silencieux, de chaque respiration mesurée. Je serais le paragraphe qu'ils ne pourraient pas supprimer, la note de bas de page qui refusait de s'effacer. Et si cela les mettait mal à l'aise, si cela brisait le vernis de leur soirée parfaite, alors peut-être était-ce la seule justice qu'il me restait à rendre. Lucien se leva avec un sourire expert, la main posée délicatement sur le pied de son verre de vin. Sa présence semblait remplir chaque recoin de ce vignoble reconverti. Sa voix douce et chaleureuse. Le baryton d'un présentateur radio, aiguisé pour les applaudissements. J'ai reconnu sa performance. La façon dont son regard balayait la salle et se posait juste assez longtemps pour que chacun se sente élu. Significatif. Ce tour avait toujours fonctionné dans les salles d'audience. Deuxièmement, le don d'un avocat. Il leva son verre comme pour offrir une bénédiction. Ce soir, il s'agit de famille, commença-t-il, sa voix couvrant le murmure de la conversation, de résilience, de nouveau départ. Polly. Des rires ont parcouru les invités comme si tout le monde avait accepté de le laisser être la vedette du spectacle. Je savais ce qui allait arriver. J'ai vu ses doigts agripper le verre, sa mâchoire se serrer avec la certitude d'un homme sur le point de gagner un procès. Et pourtant, il a continué, marquant une pause comme pour un effet dramatique. Je dois quelque chose d'important à un homme présent ce soir. Il a laissé le silence se prolonger. Ses yeux ont scruté la foule jusqu'à se fixer sur les miens. Un juge, un penseur, une voix que j'admirais bien avant de savoir quelle était la sienne. Le silence qui s'est installé était si brutal qu'il a brisé le verre.
Il a souri comme s'il avait prononcé une réplique qu'il avait répétée devant le miroir, savourant chaque syllabe. Le jugeait, n'est-ce pas? Son regard s'est fixé sur moi, me mettant au défi de répondre. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas cligné des yeux. Mes doigts sont restés enroulés autour du fond de mon verre de vin, le liquide rouge foncé reflétant les guirlandes lumineuses suspendues comme du sang dans une pièce à conviction. L'air s'est figé comme si tous les sons avaient été aspirés de la pièce. Et non, personne n'osait respirer. Mon cœur battait comme un marteau dans ma poitrine. Je sentais tous les regards braqués sur moi. La tante qui me considérait comme sa famille. La cousine qui m'avait un jour demandé de célébrer son mariage. Même le traiteur qui laissait ses mains sur la corbeille à pain. Marielle était assise à 2 sièges de Lucien. Sa posture était si rigide qu'elle semblait sculptée dans du marbre. Ses mains étaient à plat sur la table, les jointures pâles, et lorsque Lucien prononça mon nom, sa tête se tourna brusquement vers moi si vite que sa chaise racla le parquet. Un crissement trancha le silence, un bruit de lame dans la soie. Ses yeux étaient écarquillés, la stupeur et la colère se lisaient sur son visage comme une tempête déferlante sur l'eau. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle avait reçu un coup de poing. Puis elles se pressèrent en une ligne fine et furieuse. Elle se leva si vite qu'elle faillit renverser sa chaise. Sa voix tremblait, fragile comme un lustre sur le point de se briser. Il n'est rien, cracha-t-elle, et les mots tombèrent comme des éclats de verre. Une étincelle interrompit la politesse forcée de la soirée. Des halètements parcoururent les invités. Quelqu'un s'étrangla avec son verre. Même le sourire forcé de Lucien vacilla. Un instant, je crus qu'elle allait s'effondrer, mais elle s'observa, les yeux toujours rivés sur les miens. Il y avait quelque chose de presque enfantin dans son expression. De la peur peut-être, ou de la culpabilité, ou les deux. Les rires qui avaient dansé autour de la table quelques instants plus tôt s'évaporèrent, ne laissant place qu'à un silence épais et pesant. Je ne bronchais pas. J'avais affronté des meurtriers à la barre des témoins avec moins de sang-froid. Je portais mon verre à mes lèvres, bus une gorgée mesurée, et laissai le silence engloutir ces paroles comme un verdict déjà mémorisé. Mon visage était un masque sculpté dans le marbre. Je ne voulais pas lui donner, ni à Lucien, la satisfaction de me voir secoué. Je reposai mon verre avec précaution, comme s'il s'agissait d'une preuve. Je sentais mon cœur battre lentement et régulièrement, comme un juge lisant une sentence écrite à l'encre et au sang. Puis, telle la dernière note d'une aria, elle laissa tomber son champagne. Le verre. Il tomba de ses doigts tremblants, atterrissant avec un léger fracas final qui résonna dans le silence. Le verre se brisa sur le parquet, des éclats délicats se dispersant comme des aveux trop longtemps cachés. Personne ne bougea pour aider. Personne ne parla. La salle entière retint son souffle, attendant la réplique suivante, le signal suivant, mais rien ne vint. Je soutins son regard un long moment. Je voulais lui demander pourquoi. Pourquoi ce venin? Pourquoi cette peur? Mais il n'y avait pas de tribunal ici. Pas de contre-interrogatoire. Juste cette scène qu'elle avait construite avec son nouveau fiancé et moi. Toujours le fantôme du festin, refusant de disparaître. Je détournai le regard, regardant le vin couler du bord de la table sur le sol, une tache rouge sur le linge blanc impeccable. Marielle se laissa retomber sur sa chaise, les yeux fixés sur ses mains comme si elle l'avait trahi. Lucien s'éclaircit la gorge, un son maladroit et répété qui brisa le silence. « Eh bien, dit-il, le sourire revenant avec le l'effort d'un homme poussant un rocher en haut d'une colline. Le passé de certaines personnes est plus compliqué que celui d'autres, je suppose. » Quelques invités ont esquissé un rire poli, mais fragile, peu convaincant. Le charme était rompu. Je sentais le poids de tous les regards braqués sur moi. Certains emplis de pitié, d'autres de curiosité, mais la plupart avec cette distance polie et vide que les gens adoptent face à un désastre dont ils ne peuvent se détacher. J'ai repris mon vin, faisant tournoyer doucement le verre, le mouvement hypnotique. Je l'avais déjà fait. Assis dans une salle d'audience pendant qu'un avocat me contre-interrogeait. Il a essayé de me dépeindre comme incompétent ou corrompu. J'avais appris que parfois, la seule façon de gagner était de ne pas jouer. Alors, je n'ai pas parlé. Je ne me suis pas levé pour me défendre ou exiger des excuses. J'ai laissé le silence jouer en ma faveur. J'ai laissé le poids de son accusation, il n'est rien plané dans l'air comme de la fumée. Parce que je connaissais la vérité, le silence pouvait être le marteau le plus puissant de tous. J'ai vu les épaules de Marielle trembler. J'ai vu son regard parcourir la pièce,
cherchant un allié sans en trouver un. Lucien se tourna vers elle, tendant la main vers la sienne, mais elle ne la prit pas. L'espace d'un instant, j'ai cru que la pièce elle-même allait voler en éclats, que les murs allaient se fissurer sous la pression de tous ces sourires polis et de ces jugements murmurés. J'étais assise là, immobile comme un verdict, laissant le verre de vin tourner entre mes doigts. Et à cet instant, j'ai compris que ce n'était pas moi qui avais perdu ce soir. Car malgré tous leurs draps blancs et leurs guirlandes lumineuses dorées, malgré leur sourire parfait et leur charme soigné, ils avaient montré au monde qui ils étaient et qui j'étais toujours. Le juge, l'homme qu'ils ne pouvaient effacer. L'homme dont ils avaient tenté d'effacer le nom de l'invitation. Et j'étais toujours là, toujours assise, refusant toujours de me taire. Parce que parfois, à la fin, tout ce qui reste, c'est le silence et la certitude qu'il peut parler plus fort que n'importe quelle accusation. Au lever du soleil, les gros titres fleurissaient comme de la pourriture. Je me suis réveillé. Un téléphone vibrait sur la table de nuit, sa lueur projetant une lumière accusatrice sur les draps. Je le fixais, espérant presque que ce soit une erreur, mais les notifications continuaient d'affluer. Le juge est non invité. Le drame du mariage est rendu public. Un autre juge déshonorant a fait irruption au mariage de son ex-femme. J'ai cliqué sur les liens avec une curiosité détachée, m'attendant presque à voir une photo d'identité judiciaire ou un scandale. Au lieu de cela, c'était moi qui souriais maladroitement à ce dîner de répétition, figé dans le cadre comme un accusé à la barre, figé dans un instant qui en disait long. Les légendes criaient trahison et scandale. Des mots comme controversé, déshonoré, procès nul. Mon nom à côté du sien, celui de Marielle et celui de Lucien, un fouillis de rumeurs et de spectacles. Assis au bord du lit, la lumière matinale dessinant de longues ombres sur le mur, je sentais la vieille douleur de la trahison se nicher dans ma poitrine. Ce n'était pas la première fois que mon nom était traîné dans la boue. Des années auparavant, il y avait eu un jugement, une indemnisation locative. Une affaire qui s'est soldée par un appel, un détail technique qui a annulé un verdict que j'avais laborieusement préparé. L'enquête éthique qui a suivi a été une véritable épreuve de mort. Des collègues qui chuchotaient, des journalistes qui tournoyaient comme des requins, mes propres doutes me rongeaient la nuit. Mais au final, j'ai été blanchi à l'unanimité. J'avais gardé la tête haute, persuadé que la vérité survivrait au mensonge. Et c'était le cas. Mais Internet ne pardonne ni n'oublie. Et ce matin a prouvé que certains fantômes ne reposent jamais. Maya a fait irruption dans mon bureau sans frapper, son ordinateur portable déjà ouvert, le regard perçant comme du verre brisé. Elle était désormais ma conseillère, une force de recherche et de logique inébranlable, le genre d'allié que tout juge souhaite, mais qu'il obtient rarement. Elle m'avait soutenu pendant l'enquête éthique, déterrant des précédents et rédigeant des déclarations qui détonnaient dans le brouhaha. Elle s'est laissée tomber sur la chaise en face de moi, les cheveux encore humides d'une douche précipitée, et a pointé du doigt l'écran. Il recycle le vieux procès nul. Une histoire, dit-elle. Blogueur, influenceur, tout le monde s'en empare. Sa mâchoire se crispa. Je ripostai. Je laissai échapper un soupir qui semblait bloqué depuis des heures. Je regardais l'épingle judiciaire sur mon bureau, son poids, un rappel discret de qui j'avais été et de qui j'étais encore. La vérité n'avait pas besoin de théâtre. Elle avait besoin de faits. Avec des faits, dis-je d'une voix ferme et calme, elle hocha la tête, ses doigts déjà sur le clavier. Nous n'avions pas besoin de conférences de presse. Nous avions besoin de reçus. La lettre d'autorisation éthique, celle qui m'avait disculpé. Les 3 distinctions civiques que j'avais reçues depuis. Chacune reconnaissant mon engagement en faveur de l'équité et de l'intégrité. Les témoignages de 2 hommes disculpés. Des hommes dont la vie avait été sauvée par mes décisions, qui s'étaient tenus dans ma salle d'audience, les larmes aux yeux, me remerciant de leur avoir rendu leur liberté. À midi, nous avions tout. Maya rédigea une déclaration claire et irréfutable. Pas d'adjectif, pas de venin, juste la vérité. En réponse au récent rapport concernant le juge, le message commençait ainsi, nous offrons les éclaircissements suivants. Il incluait fièrement la lettre d'autorisation éthique dans son intégralité, 3 distinctions civiques et les témoignages. La dernière phrase était la mienne. La dignité n'a pas besoin de crier. Elle perdure, tout simplement. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai hoché la tête. C'était comme une armure, comme le genre de déclaration qui ne se contentait pas de me défendre, mais rappelait au monde qui j'étais. J'ai appuyé sur « Envoyer »
et nous nous sommes assis, laissant le bourdonnement du bureau combler le silence. Le reste de la journée s'est écoulé dans un tourbillon d'appels téléphoniques et de déclarations. Mais j'avais beau m'expliquer, je sentais le poids des gros titres persister, une accusation que je ne pouvais jamais complètement effacer. C'est le propre du scandale. Même innocent, ça laisse une tache. J'ai pensé à Marielle et Lucien, à l'image parfaite qu'ils avaient dressée d'eux-mêmes, et je me suis demandé qui l'avait divulguée. Quelqu'un du cabinet de Lucien, probablement quelqu'un qui m'avait vu à ce dîner de répétition et qui avait trouvé que mon silence ressemblait trop à de la culpabilité. La tournure des événements était prévisible. L'ex-mari trop amer pour rester à distance. Le juge trop corrompu pour accepter le passé. Ce n'était pas vrai, mais dans ce monde, la vérité n'était qu'une autre version de l'histoire, et parfois celle qui se faisait entendre le plus fort. Ce soir-là, seul dans mon appartement, je me suis servi un verre de bourbon et j'ai regardé la déclaration sur mon téléphone. La dignité n'a pas besoin de crier. J'ai laissé les mots se poser dans ma poitrine, un rappel que parfois, le silence est fort. J'ai appris cela sur le banc, à laisser les faits parler d'eux-mêmes. À laisser la vérité retomber comme la poussière après la tempête. Mais cela n'a pas arrêté la douleur qui m'a traversé comme un bleu. Cela n'a pas effacé la douleur de voir mon nom mêlé au ragot, réduit à une note de bas de page dans le drame de quelqu'un d'autre. J'ai pensé aux jeunes avocats qui étaient venus me demander conseil, qui m'avaient demandé comment survivre dans un monde qui dévorait les siens. Je leur avais toujours dit, tenez bon. Laissez parler les faits. Mais ce soir, j'avais l'impression que la file d'attente était tout ce qui me restait. J'ai posé le verre et pris l'épingle de juge. Elle semblait plus lourde que d'habitude, comme si elle avait absorbé le poids de la journée. Je l'ai épinglée à mon revers de veste, le métal froid contre ma peau. Ce n'était pas qu'un symbole. C'était un rappel, une promesse que ni les gros titres, ni les accusations, ni les murmures des recoins obscurs d'Internet ne pourraient effacer qui j'étais. Un juge, un homme qui avait tout donné à la loi, même quand elle exigeait plus que ce que je devais donner. J'ai regardé mon reflet dans la vitrine, les lumières de la ville me peignant en fragments, et je me suis juré de ne pas me laisser définir par leurs mensonges. Je serais défini par le travail, par la vérité, par l'endurance silencieuse qui m'avait porté jusqu'ici. Parce qu'au final, la dignité n'avait pas besoin de crier. Elle avait juste besoin de se tenir debout, même face à chaque doute murmuré. Et c'est exactement ce que je me disais. Je voulais faire ça. Le mariage s'est déroulé à l'extérieur de Savannah, sous une douce lumière dorée qui transformait chaque invité en photo de magazine. Les arbres ruisselaient de mousse espagnole, l'air était chargé d'un parfum de lavande et de pétales de rose. Tout avait été arrangé avec une précision que seul l'argent et une armée d'organisateurs pouvaient offrir. Je suis arrivé en avance, me faufilant entre les arcades blanches et les fleurs pastel, me sentant comme une invitée à mon propre procès. Chaque détail respirait la perfection. Des chaises rembourrées alignées en rangées soignées. Des marque-places nichées parmi des brins de romarin et de lavande. Le chemin de table blanc menant à l'autel comme un chemin vers la rédemption. Chaque siège portait un nom. Soigneusement imprimé sur du papier cartonné épais. Chacun témoignait de l'inclusion et de l'appartenance. Sauf un. Le mien. Une carte teintée au bout de la rangée, à moitié glissée sous une composition florale. Réservé. Pas de nom. Pas de titre, pas même un clin d'œil à mon existence. Je suis resté là un instant, la lisant comme une épitaphe. Je savais ce qu'il disait sans le dire, que je devais rester. Silencieux, un fantôme au festin. Mais je refusais de disparaître. Je tirai la chaise et m'assis, le dos droit, les mains jointes sur les genoux, comme si j'attendais le verdict. Les invités affluèrent autour de moi, amis et famille de Marielle, certains que je reconnaissais depuis des années, d'autres que je n'avais jamais vus. Ils flottaient dans leurs costumes coûteux et leurs robes pastel. Le silence des conversations était comme le bourdonnement discret avant l'ouverture d'une salle d'audience. Je les regardais s'installer, prendre place et se saluer comme des compagnons perdus de vue. Aucun d'eux ne se tourna pour me saluer. Ni tante Sarah, qui avait un jour déposé une fleur sur mon revers de veste et m'avait appelé le fils que je n'ai jamais eu. Ni mon ancien beau-frère Kent, qui m'avait tapé dans le dos le jour de mon mariage en murmurant que j'avais gagné le jackpot. Pas même Lorna, qui m'avait appris à tenir un verre de vin par le pied et à toujours sourire à l'objectif, quelle que soit ma fatigue. Ils étaient tous là, et j'étais invisible, un siège vide, vêtu d'un costume et d'un cravate.
Ma gorge brûlait sous son poids, mais je gardais un visage neutre, un masque de tribunal qui ne m'avait jamais fait défaut auparavant. L'officier prit le micro, sa voix chaleureuse et s'exerça, un homme habitué à réciter des vœux pour des inconnus. Il accueillit chacun par son nom. Et encore Sarah, la colocataire de fac qui avait un jour vomi sur les chaussures de Marielle, ivre. Les nouveaux beaux-parents arrivaient de Boston. Chaque nom était un fil dans la tapisserie de sa nouvelle vie, tissé avec soin, avec amour, pour effacer celle que nous avions construite ensemble. Mais pas moi. Mon nom quitta ses lèvres. Il continua sans s'arrêter. L'instant passa comme un train que je venais de rater. Je serrai les mains plus fort, pressant la chair jusqu'à ce qu'elle pâlisse. La cérémonie commença. Lucien se tenait devant, son costume sur mesure, témoignage de la réussite de son entreprise, son sourire si vif qu'il fendait l'air. Il avait tout du marié parfait, sûr de lui, charmant, l'homme qui avait réécrit l'histoire pour se mettre en héros. Et Marielle, mon Dieu, qu'elle était belle. Elle rayonnait. Le soleil de fin d'après-midi, ses cheveux formant un halo autour de son visage. Je me souvenais de son regard le premier soir après ma nomination à la magistrature, ses yeux emplis de fierté et d'une sorte d'amour féroce. Maintenant, elle ne me regardait plus du tout. Les mots résonnaient comme des vœux d'éternité et de nouveaux départs. Les rires des invités tandis que l'officier lançait une plaisanterie polie. J'avais l'impression d'assister à une pièce de théâtre que j'avais vue trop souvent. Les répliques m'étaient familières. La musique s'amplifia et je me préparais à la bénédiction finale. Au moment où il serait déclaré mari et femme. Mais Lucien prit alors le micro, son regard scrutant la foule. Je pensais qu'il dirait quelque chose à propos de Marielle, de leur vie commune, de l'avenir. Mais non, son regard croisa le mien et il esquissa ce sourire d'entraînement. Avant de continuer, dit-il d'une voix douce comme du marbre poli. J'aimerais dire quelque chose. Un silence retomba. Mon pouls accéléra, mon cœur battit un tambour régulier de prudence. Il leva son verre, les yeux rivés sur moi comme ceux d'un procureur. Il y a un homme ici aujourd'hui qui ne s'attendait probablement pas à être reconnu, dit-il. Un vague de confusion parcourut la foule, mais je tiens à le remercier. Cette décision sur l'étain et l'équité, il y a des années, qui a sauvé la maison de ma mère. C'est grâce à cette décision que j'ai fait des études de droit. Jugeais, merci. Il marqua une pause, laissant les mots reposer comme une plaidoirie. Le silence s'épaissit. Toutes les têtes se tournèrent vers moi. Je sentis tous les regards braqués sur moi, tous les souffles bloqués. L'officier, les invités, même Marielle. La musique ne s'arrêta pas, mais le monde, si. L'espace d'un instant, je crus pouvoir me lever, dire quelque chose, n'importe quoi pour briser le charme. Mais je ne l'ai pas fait. Je laissai les mots m'envahir comme une marée, me stabilisant contre leur poids. Je croisai le regard de Lucien et hochai la tête. Un simple hochement de tête. Ni plus, ni moins. Parce que je savais ce que c'était. Un geste calculé. Une performance destinée à changer le récit pour montrer au monde qu'il était l'homme meilleur, l'homme gracieux, l'homme qui pouvait remercier son ex-mari de mon fiancé à son propre mariage. C'était le genre de geste qui paraissait noble sur le papier, mais de près, il sentait la stratégie. Les applaudissements qui suivirent furent lents, hésitants, comme le bruit d'un marteau dans une salle d'audience vide. Quelques personnes applaudirent, hésitantes, leurs mains résonnant dans l'épaisseur. Défi chéri. Je ne regardais pas Marielle. Je n'en avais pas besoin. Je sentais son regard sur moi. Un mélange de choc et de regret. Où était ce du soulagement? Je n'en savais rien. J'avais la poitrine serrée, mais je gardais une respiration régulière. J'avais passé ma vie à contrôler mon expression au tribunal, à maîtriser mes émotions. Aujourd'hui, cet entraînement porta ses fruits. Je ne leur ai rien donné. Pas de larmes, pas d'emportement, juste le même regard fixe que j'avais adressé à chaque témoin, chaque accusé, chaque avocat qui tentait de me déstabiliser. Lorsque la musique reprit et que l'officier reprit, je me rassis sur mon siège. Mon cœur battait comme un métronome lent et régulier. J'avais survécu à pire. J'étais resté debout. Le banc tandis que les hommes m'accusaient de crimes que je n'ai pas commis. Je regarderais mon nom traîner dans la boue et sortir propre. Les éloges de Lucien n'étaient rien de plus qu'un couteau poli destiné à blesser et flatter en même temps. Je les laissai couler,
puis je l'ai laissé glisser parce que peu importe ce qu'il m'appelait, héros, méchant, fantôme, je savais qui j'étais, et c'était suffisant. Après la fin de la cérémonie et les invités ont déposé des grappes polies de rire et de promesses, je suis resté à mon siège plus longtemps, laissant la musique résiduelle s'estomper comme un écho d'un verdict dans une salle d'audience vide. Je n'étais pas pressé de rejoindre la ligne de réception ou de regarder les jeunes mariés couper le gâteau. Ma présence ici avait toujours été une réflexion après coup, une courtoisie que personne ne voulait étendre, mais se sentait obligé d'autoriser. Je m'étais habitué à ce rôle au fil des ans, le portant comme un deuxième costume. Lorsque les invités ont commencé à dériver vers la tente de réception en plein air, je me levai lentement, appuyant une main vers ma poitrine pour stabiliser les émotions qui menaçaient de monter. Je ne pouvais pas leur permettre de gagner. Pas ici. Pas maintenant. On me tenait, j'ai aperçu Marielle tissant à travers les grappes d'invités. Sa robe un éclat pâle de satin et de perles. Ses cheveux encadraient son visage dans des vagues douces de la même manière qu'elle était auparavant quand elle me rencontrait à la porte après une longue journée devant le tribunal. Pendant une fraction de seconde, j'ai presque appelé son nom. Mais ensuite j'ai vu la ligne raide de ses épaules. La façon dont son regard a glissé sur moi comme si je n'étais pas là. Elle n'était plus à moi pour appeler. Au lieu de cela, elle m'approcha sans un mot, son visage impassible. J'ai frisé. Elle s'arrêta pour m'éloigner suffisamment pour moi de sentir l'odeur délicate de son parfum. Familier, déchirant et attendu sa main. Pas de mots, juste une petite enveloppe blanche pressée entre ses doigts et les miens. Sa main se stabilise comme la gafle qui avait mis fin à notre mariage. J'ai regardé l'enveloppe, mon nom écrit dans son scénario délicat, le jugeait, mais pas d'autre embellissement, pas d'épanouissement d'amour ou de chaleur. Elle n'a pas attendu que je l'ouvre. Je n'ai même pas pris une pause pour voir ma réaction. Elle se retourna et s'éloigna, sa colonne vertébrale droite, la tête haute, la même colonne vertébrale qu'elle avait l'habitude de sortir de notre mariage, me laissant regarder la porte vide qu'elle avait laissée. Je l'ai regardée partir, la foule se séparant autour d'elle comme une rivière autour d'un rocher. Je me tenais là pendant un long moment, sentant que les enveloppes attendent comme une convocation dans ma paume. Quel message pourrait éventuellement s'adapter à quelque chose de si petit et blanc? Des excuses? Une explication ou quelque chose d'autre entièrement? J'ai glissé l'enveloppe dans ma poche et je me suis dirigé vers la voiture de location garée derrière la grange. Le retour à Raleigh était flou. Des rangées d'arbres se fondant les uns dans les autres, la route s'effondrant sous moi comme un fil gris sans fin. Je ne me suis pas arrêté pour le café ou le gaz. Je voulais juste être à la maison où les murs connaissaient mon nom et les planchers ne jugeaient pas mon silence. Quand je me suis finalement garé à ma place, le ciel était passé de l'or au violet, l'air frais et tranchant contre ma peau. Je me suis assis là un instant, le clé toujours dans l'allumage, et accouru mon pouce sur le volet de l'enveloppe. J'avais essayé d'imaginer son contenu sur le lecteur, certains derniers adieux, un règlement d'anciennes dettes, peut-être même une branche d'olivier. Mais au fond, je ne croyais plus aux branches d'olivier. Je croyais aux vérités dures et j'ai été préparé pour un. À l'intérieur de mon appartement, je me suis allumé sur la lumière et je me suis assis à la petite table près de la fenêtre, l'enveloppe devant moi comme des preuves lors d'un procès. J'ai pris une respiration comme si je me préparais à entendre un verdict. Ensuite, j'ai glissé un doigt sous le rabat et je l'ai ouvert. Pas de lettre, pas de carte, juste une photo. Mon souffle a pris le retirant librement. C'était à partir de notre 8e anniversaire de retour lorsque la vie ressemblait à quelque chose que nous avions construit ensemble au lieu de quelque chose qui avait été déchiré. L'image avait été recadrée une fois. Je me suis souvenu de la version qui était assise sur mon ancien bureau n'avait que Marielle souriant brillant comme un lever de soleil, ses cheveux une cascade dorée autour de ses épaules. Mais celui-ci était entier. Moi debout derrière elle, mon bras autour de sa taille, nos têtes se penchaient près les unes des autres. J'avais l'air heureux, nous sourions tous les deux comme si nous venions de gagner une vie de quelque chose de tari et de précieux. Mon pouce a tracé le bord de la photo, le papier se réchauffe de mon toucher. Le souvenir a reculé dans une ruée. La façon dont elle rit lorsque l'appareil photo a flashé. La façon dont elle s'est penchée sur moi par la suite et a chuchoté, vous voyez, nous sommes imparables. Je l'ai cru. Nous nous avions sentis imparables. Mais le temps a une façon de révéler les fissures que vous ne vouliez pas voir. J'ai mis la photo sur la table, en étudiant chaque ligne, chaque détail de l'homme que j'avais été, la femme qu'elle avait été. C'était comme la vie de quelqu'un d'autre.
Une histoire fantôme racontée dans les couleurs trop lumineuses pour être réelle. Il n'y avait aucune note, aucune explication, le passé est revenu comme une dette que quelqu'un avait décidé qu'il était enfin temps de rembourser. Je me demandais qui avait décidé de l'envoyer. Avait-elle ressenti de la culpabilité, du regret, ou était-ce une réflexion après coup, un morceau d'histoire qu'elle ne voulait plus, mais ne pouvait pas supporter de jeter? Mon cœur s'est tordu, mais j'ai refusé pour laisser la douleur me submerger. J'avais appris à vivre avec la douleur, comme une vieille blessure qui se précipite les jours de pluie. Cela m'a rappelé que la guérison ne signifie pas oublier. J'ai renversé la photo, à moitié en attendant un message défiler sur le dos, mais il n'y avait rien. Juste un espace blanc vierge, comme une phrase inachevée, comme un silence qui disait plus que les mots. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, le bourdonnement de la nuit de la ville devant ma fenêtre. Pendant un moment, je laisse le calme s'installer. J'ai pensé à chaque procès que je présidais, à chaque décision que j'ai délivrée, à chaque instant où le silence portait plus de poids que 100 mots. Je laisse ce silence remplir la pièce maintenant. La photographie témoignait silencieuse de ce qui avait été et de ce qui ne pourrait plus jamais être. Je ne savais pas ce que Marielle avait voulu en l'envoyant. Peut-être qu'elle espérait que cela ferait la fermeture. Peut-être qu'elle avait voulu me rappeler qu'une fois que j'ai été plus qu'un simple nom sur une liste d'invités. Peut-être qu'elle avait voulu se rappeler. Je me suis levé de la table et j'ai placé la photo sur le manteau, la soutenant contre un vieux texte juridique qui m'avait guidé tout au long de ma première année sur le banc. Je l'ai regardé sur les sourires gelés dans le temps, et j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Le passé était un verdict que j'avais déjà vécu. L'avenir était un cas encore en suspens. Je n'avais jamais cessé de me présenter, même lorsque le monde voulait que je disparaisse. Et maintenant, même dans le calme de mon appartement, je savais une chose avec certitude. Parfois, la justice n'est pas venue sous la forme d'excuses ou d'explications. Parfois, il venait sous la forme d'une photographie, recadrée puis restaurée, vous rappelant qu'une fois que vous étiez entier et que la partie de vous resterait au moins toujours. De retour à Raleigh, le cycle de nouvelles était passé à des scandales plus frais. Mais dans les petits coins persistants d'Internet, mon nom était toujours tendance, un fantôme qui a refusé de s'allonger. Un blog m'a appelé le juge qui a écrasé le mariage de son ex-femme, comme si j'avais jeté une brique à travers un vitrail au lieu de m'asseoir tranquillement dans la rangée arrière. Un autre a décrit mon silence stoïque comme une manipulation stratégique, suggérant que le refus de parler était un stratagème de sympathie ou de contrôle. J'avais vécu assez longtemps pour savoir que le silence peut être interprété de 100 manières, mais la vérité était plus simple. J'ai appris il y a longtemps que les mots peuvent être des armes, mais le silence est un bouclier. Je laisse Maya gérer les déclarations. Elle avait toujours été plus nette avec la presse que moi, ses mots précis et pointés, un scalpel au lieu d'un marteau. J'ai regardé depuis mon bureau pendant qu'elle alignait les appels, sa voix calme et sans faille. Quand elle a fini, elle m'a regardé avec cette question dans ses yeux. Ai-je voulu me battre? Souhaitais-je corriger chaque mensonge, répondre à chaque accusation? J'ai secoué la tête. Nous répondrons à ce qui est nécessaire, dis-je, ma voix stable. Mais laissez-les parler. Sa bouche se resserra, mais elle hocha la tête, respectant mon choix, même si elle n'était pas d'accord avec elle. Elle comprenait mieux que quiconque qui, parfois la meilleure défense, était de laisser passer le bruit, de laisser la vérité s'installer en son temps. Cet après-midi, je suis rentré dans mon bureau, un espace que j'occupais depuis plus de 2 décennies. C'était plus petit maintenant. Les murs bordés de verdicts encadrés et de photographies. Des moments qui se sentaient autrefois permanents, maintenant ombragés par le doute. J'ai passé mes doigts sur le bois poli de mon bureau, les rainures usées où mon épingle avait rayé des notes pendant les longues nuits. Puis je me suis tourné vers le mur derrière moi où un verdict encadré de l'un de mes cas les plus controversés était suspendu dans un lieu d'honneur tranquille. Cela avait été un procès dur, une décision qui m'avait coûté des amis et m'a gagné des ennemis. Mais c'était aussi l'une des décisions dont j'étais la plus fière, une affirmation du pouvoir de la loi pour protéger les vulnérables. J'ai tendu la main, ressentant le poids de ce cadre et je l'ai soulevé doucement de son crochet. Le verre était frais sous mes doigts. Le papier à l'intérieur légèrement jauni du temps. Je l'ai porté dans la boîte que j'avais placée sur mon bureau. La même boîte que j'avais remplie de rappels d'une vie que j'apprenais à abandonner. Je démais le verdict à l'intérieur, le disposant attentivement. C'était une gomme. C'était l'évolution. Je ne jetais pas mon passé. Je faisais de la place pour tout ce qui est venu ensuite.
Comme sur Q, une lettre est arrivée ce même jour. Il portait le sceau de la loi de Georgetown, et son poids dans mes mains était différent des autres. Je l'ai ouvert lentement, mes yeux balayant les lignes soigneusement typées. Il voulait que je devine des conférences sur l'intégrité et la juristique. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. J'avais tout appelé, d'un héros à un hack, mais l'intégrité était la seule chose à laquelle je m'accrochais toujours, même lorsque le monde a essayé de le détourner de mes mains. J'ai regardé la lettre pendant longtemps, en me souvenant des nuits que je me demandais si mon travail comptait, si la loi pouvait encore faire confiance pour protéger les personnes qu'elle était censée servir. J'ai pensé aux étudiants que je rencontrerais, aux jeunes visages, aux questions impatientes, à l'idéalisme qui n'avait pas encore été érodé par des compromis. Je me souviens avoir été si jeune une fois, ma robe trop grande, ma voix tremblante la première fois que j'ai appelé la salle d'audience sur commande. J'avais alors appris que le pouvoir d'un juge ne venait pas de la robe ou du gavel. Il est venu des choix faits lorsque personne ne regardait, des principes qui ne pouvaient pas être négociés. J'ai ramassé un stylo et j'ai vérifié. Oui. Pas pour la validation ou les éloges, mais pour l'étudiant qui se tiendrait un jour où j'avais refusé de s'incliner à la pression, au bruit, à la tentation de prendre la solution facile. J'ai scellé l'enveloppe et l'ai mis de côté. Un petit sourire tirant sur les coins de ma bouche. Je n'avais pas besoin de faire mes preuves sur Internet ou aux invités lors d'un mariage qui n'avait pas été à moi. J'avais besoin de faire mes preuves aux gens qui feraient la loi en avant, qui hériteraient du combat que j'avais passé ma vie à me promener. Et peut-être que dans cette salle de conférence, je trouverais un peu d'espoir que j'avais perdu. La conviction que la vérité, aussi battue, pourrait encore se tenir. Le soleil plongeait sous l'horizon, jetant une lueur chaude à travers la pièce. J'ai atteint la broche judiciaire que j'avais portée tant de fois. Son chemin un rappel de tout ce que j'avais porté, des victoires et des défaites. Je l'ai coupé à mon le revers, un petit symbole calme de l'homme que j'étais toujours, un juge. Un homme qui avait passé sa vie à croire au pouvoir de la loi de guérir et de protéger. Un homme qui avait appris que parfois le seul verdict qui comptait était celui que vous portiez à l'intérieur. Et alors que les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur de ma fenêtre, j'ai senti quelque chose comme la paix s'installer dans ma poitrine parce que je savais que même si le monde refusait de me voir, je n'arrêterais pas de me présenter. Et à la fin, c'était suffisant. L'enveloppe est arrivée un jeudi, s'est repliée une fois et a scellé avec le type de précision qui parlait de contrôle. J'ai reconnu le script de Lorna avant même de l'ouvrir. Serré, élégant, chaque coup délibéré. Le même script qui m'avait écrit des cartes d'anniversaire signées, Love, maman. À l'époque où j'avais toujours été autorisé à la penser de cette façon. J'ai retourné l'enveloppe entre mes mains, à moitié en espérant ressentir le poids de la condamnation à l'intérieur. Ma poitrine se resserra, le souvenir de sa désapprobation pressant contre les vieilles blessures qui n'avaient pas tout à fait guéri. Je l'ai porté à la table de la cuisine, l'après-midi légèrement incliné à travers le bois usé. Je m'arrêtai avant de l'ouvrir, me souvenant de la façon dont ses paroles pouvaient couper plus profondément que le contre-interrogatoire de n'importe quel avocat. Elle avait toujours su où viser. Droit pour la partie la plus douce de moi, l'endroit qui aspirait toujours à la famille, pour l'acceptation, pour un petit signe que je n'avais pas toujours été le mauvais homme dans leur histoire. Avec une respiration qui a goûté de vieux regrets, j'ai brisé le sceau. À l'intérieur se trouvait une seule page, manuscrite dans sa main indubitable. Les lignes étaient mêmes, les lettres debout et inébranlables, comme un juge prononçant un verdict sans hésitation. Je pouvais presque entendre sa voix, cette fraîcheur qui n'a jamais craqué, même lorsque ces mots l'ont fait. Vous nous avez embarrassés devant le tribunal, la lettre a commencé et ma gorge s'est resserrée. Elle n'avait même pas essayé d'adoucir le coup avec une salutation. Non, mon cher. Ou fils ou même jugeait. Juste la simple vérité comme elle l'a vue. J'ai lu la suite, mais peut-être que vous aviez raison. Les mots se sentaient comme un changement inattendu dans un procès, une admission d'un témoin qui avait toujours juré autrement. J'ai relu la phrase, à moitié attendant qu'il disparaisse sous le poids de mon incrédulité. Mais il est resté. Encre noire sur du papier blanc, sans clin d'œil. Je ne sais pas ce que tu veux de moi, a-t-elle poursuivi. J'espère que ce n'est pas le pardon. Sachez que je n'ai jamais cessé de regarder vos décisions. Mes mains tremblaient légèrement. Vous n'avez pas fait honte. Vous avez apporté des conséquences. J'ai laissé la lettre tomber à la table. Ma traction en train de baiser comme un gavel frappant le banc. Conséquence. C'était un mot qui portait le poids de 100 cas, 1000 verdicts.
La conséquence a été ce que j'ai essayé de livrer chaque fois que je sortais de la robe et que j'ai appelé la salle d'audience pour commander. Pour elle, c'était à la fois l'acte d'accusation et la louange. Un respect à contre-cœur enveloppé dans des barbelés. J'ai regardé la page, les lignes nageant légèrement dans ma vision. Vous n'avez pas fait honte. Vous avez apporté des conséquences. Pour une femme qui avait toujours mesuré la valeur par les apparences et la réputation, c'était aussi proche du pardon que je le ferais. Mon esprit est retourné au jour où j'avais statué contre l'entreprise de son amie, celle qui avait fraudé des centaines de petits investisseurs. Elle m'avait appelé cette nuit-là, voix froide et serrée, m'accusant d'humilier la famille en public. Nous devons tous vivre dans cette communauté, elle avait dit que comme la salle d'audience était un dîner que j'avais ruiné avec de mauvaises manières. Vous nous avez fait ressembler à des imbéciles. J'avais raccroché sur elle, trop en colère pour expliquer que la loi ne se penche pas aux puissances sociales. Mais à ce moment-là, j'avais également ressenti le dernier cal entre nous, une fissure qui ne s'était qu'approfondie au fil des ans. Et pourtant, ici, elle était des années plus tard, reconnaissant que j'avais peut-être eu raison après tout. J'ai repris la lettre, lisant lentement la ligne. Chacun une petite pierre dure posée à mes pieds. Je ne sais pas ce que tu veux de moi, mais j'espère que ce n'est pas le pardon. J'ai exhalé une respiration lente et régulière qui a laissé la vérité s'installer dans ma poitrine. Je ne voulais pas pardon. J'avais arrêté de le demander il y a longtemps. J'avais cessé de m'attendre à ce que la femme qui m'a appris à tenir un couteau et à me montrer comment le tordre. Mais le respect, c'était différent. Et dans ces quelques courtes lignes, elle m'avait donné cela, même si elle ne l'appelait jamais par son nom. Aucune adresse de retour. Bien sûr, il n'y en avait pas. Même son acceptation, ou ce qui s'est écoulé, est venu avec une mesure de la distance. J'ai plié la lettre lentement, lissant les plis comme si je pouvais repasser les années entre nous. Ensuite, j'ai atteint la boîte d'allumettes que j'ai gardée près du poêle. Un match, un film du poignet, une brève poussée d'orange. J'ai regardé d'abord les limites de l'enveloppe, puis la lettre elle-même, les flammes se courbant autour de ces mots comme un verdict finalement délivré. L'odeur du papier brûlant a augmenté dans les airs, tranchante et finale. Je l'ai tenue au-dessus de l'évier jusqu'à ce que le dernier coin noircit et je tombe. Je n'ai pas brûlé la lettre de colère. Je l'ai brûlée parce que je savais que cela n'avait rien changé. Cela n'a pas défait les années de silence, les nuits que j'avais passées à me demander si je serais plus qu'une déception dans ses yeux. Cela n'a pas défait la façon dont elle a traité Marielle comme un prix à polir et à afficher et à moi comme la tâche qui a refusé d'être essuyée. Mais cela n'a pas non plus annulé la petite vérité qu'elle avait finalement admis que je n'avais pas fait honte, j'avais apporté des conséquences. Et c'était suffisant. Je me suis retourné vers la fenêtre, l'horizon de la ville brillant sous le soleil de fin d'après-midi. L'air sentait légèrement de fumée et de cendre, un rappel que même les mots les plus durs pouvaient être réduits en braise. Et alors que le dernier feu de fumée a dérivé par la fenêtre ouverte, je me sentais plus léger que je ne l'avais fait depuis des années. Parce qu'à la fin, sa lettre n'avait pas été un verdict. C'était un argument de clôture, et j'avais déjà décidé où je me tenais. 6 semaines plus tard, lors d'une conférence à DC, je me suis retrouvé debout dans un hall bondé rempli de bourdonnements réguliers de la conversation, un courant d'avocats et de juges et d'étudiants en costume et robes pointues qui semblaient avoir été pressés ce matin-là. J'étais venu parler dans un panel de la réforme juridique, un engagement que j'avais pris avant le fiasco de mariage, avant les gros titres qui ont refusé de mourir. J'ai débattu de l'annulation, d'imaginant les chuchotements, des questions. Mais l'invitation était venue d'un ami qui m'avait soutenu par l'enquête d'éthique, et donc j'avais dit oui. Maintenant, alors que je naviguais dans le dédale des étiquettes de noms et des peuplements de café, j'ai senti le poids des yeux, les curieux regards qui ont tourné de mon visage à ma poitrine ou mon nom étiquette. Le jugeait, un nom qui portait encore sa propre gravité même maintenant. Je viens de m'installer dans une table d'appoint près de l'arrière du hall principal lorsque le coordinateur de la conférence s'est approché, une tablette à la main, son sourire net et efficace. Jugeait, il est temps. Elle a dit. Je me levai, redressant ma cravate, l'épingle judiciaire lourde sur mon revers, un rappel que j'étais plus que l'homme que les gros titres avaient essayé de me faire. Je l'ai suivie à travers le couloir animé jusqu'à ce que nous atteignions la scène principale. Elle s'arrêta par la porte latérale, me faisant me faire attendre. Nous vous appellerons après le discours, a-t-elle dit, puis a disparu dans la mer des corps. Je me tenais là seul, le son étouffé des applaudissements s'infiltrant par la porte. Mon cœur a battu un rythme constant dans ma poitrine.
Le même rythme qu'il a toujours trouvé avant un procès, avant un verdict. Je sentais que la vieille stabilité s'installait sur moi. Le sentiment que peu importe ce qui avait été écrit, peu importe ce qui avait été chuchoté, la vérité était une chose qui ne pouvait pas être effacée. Le travail d'un homme pouvait se tenir même lorsque son nom a été traîné dans la boue. C'est ce que je me suis dit. C'est ce que je devais croire. Lorsque la porte s'est ouverte et que le coordinateur a fait un geste, je suis monté sur la scène, les lumières suffisamment brillantes pour m'aveugler momentanément. Mes yeux s'adaptaient et je les ai vus. Des rangées de visages impatients, certains jeunes et largement, d'autres plus âgés et alignés d'expérience. Les avocats, les juges, les étudiants en droit, les professeurs, tous réunis pour écouter. Derrière moi, projeté sur le grand écran, se trouvait une seule diapositive. Mon nom en lettres audacieuses, jugeait. Pas de modificateur, pas de clause de non-responsabilité, juste mon nom. Les applaudissements se sont levés et sont tombés comme une marée, polie mais chaude. J'ai hoché la tête, les reconnaissant et je me suis installé sur la chaise d'altitude au centre de la scène. Le modérateur m'a présenté, racontant mes années sur le banc, les cas de haut niveau, les réformes que j'avais défendues, et même soigneusement les controverses. Elle ne s'attardait pas sur eux, mais elle ne les a pas évités non plus. Elle a terminé en disant, il est ici aujourd'hui pour parler du rôle durable de l'intégrité dans la juriste. Je souris à cela, un petit sourire tranquille. L'intégrité, la seule devise que j'essaierai toujours de faire du commerce, même lorsque le marché pour cela semblait s'écraser tout autour de moi. J'ai commencé à parler, je laisse les mots qui coulent des dirigeants qui ont encore cru à la capacité de protéger la lutte contre les personnes vulnérables. Jugement. Pour que personne ne puisse dire que je n'avais pas essayé. J'ai parlé du silence qui était devenu mon bouclier. Le refus de répondre à chaque accusation parce que je pensais qu'en fin de compte, le travail resterait. La pièce était silencieuse. Le genre de silence qui ressemble à du respect. J'ai senti les yeux sur moi, les senti peser mes mots contre ce qu'ils avaient lu, ce qu'ils avaient entendu. Et dans ce silence, j'ai trouvé une mesure de paix que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Par la suite, alors que les lumières s'abaisaient et que la foule commençait à se disperser, une jeune femme s'approcha, serrant un cahier en cuir usé à sa poitrine. Elle semblait être dans la mi-vingtaine, ses cheveux reculés dans un chignon lâche, un léger tremble dans ses mains. Le juge est, dit-elle, sa voix douce mais claire. Je m'appelle Janessa Curran. J'ai hoché la tête, attendant, les yeux remplis de larmes. Vous laissez ma mère garder sa maison, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Tu ne savais pas. J'étais juste un enfant dans la rangée arrière ce jour-là. Mais je t'ai regardé. Je t'ai regardé l'écouter. Écoutez vraiment. Et je vous ai vu faire la décision qui nous a empêchés de tout perdre. Et maintenant, elle a avalé. Un petit sourire traversant les larmes. Maintenant, je suis à l'école de droit. J'ai senti ma gorge se resserrer. Un rare moment d'émotion menaçant de montrer. J'ai tendu dans ma poche et j'ai sorti la broche judiciaire. C'était plus lourd que jamais, chaud de mon corps, un morceau de moi qui avait été à la fois bouclier et épée. Je lui ai tenu la tenue. Le tribunal a besoin de plus que des juges, dis-je, ma voix stable. Il a besoin de mémoire. Les gens qui se souviennent de la raison pour laquelle la loi compte. Elle regarda l'épingle comme si c'était une couronne, les yeux écarquillés. Puis elle la prit avec des doigts tremblants, son sourire brillant et sans surveillance. Elle pleurait maintenant, mais elle ne l'a pas caché. Elle a serré la goupille dans sa poitrine comme une bouée de sauvetage. J'ai souri, le premier vrai sourire dans ce qui ressemblait à des années. Utilisez-le bien, dis-je. Elle hocha la tête ballant, les yeux brillant toujours de larmes. Je le ferai, murmura-t-elle. Je le promets. Elle se retourna et s'éloigna, sa silhouette avalée par la foule dispersée. Je me tenais là un instant, mes mains encore tendantes, la chaleur de l'épingle s'attardant sur ma paume. J'ai regardé mon revers vide, me sentant plus léger que je ne l'avais fait depuis des années. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que l'héritage que j'avais construit n'était pas mesuré par les gros titres ou les chuchotements. Il a été mesuré par les personnes qui avaient regardé de la rangée arrière, celles qui avaient porté la mémoire en avant. Et en cela, j'ai trouvé quelque chose de plus fort que la justification. J'ai trouvé un but. La salle du palais de justice était silencieuse ce matin-là, le genre de silence qui vient juste avant le début de la journée. Mes chaussures ont cliqué contre le sol en marbre,
un rythme constant qui correspondait au rythme mesuré de mon propre cœur. La lumière du soleil inclinait à travers les grandes fenêtres, attrapant des mosses de poussière qui dansaient comme des jurés silencieux. J'ai marché la tête haute, la goupille judiciaire toujours sur mon revers. Plus seulement un symbole d'un travail que j'ai tenu autrefois, mais un rappel des choix que j'avais faits. L'intégrité que je me suis battu pour garder. J'ai dépassé les greffiers équilibrant des piles de fichiers. Des avocats aux yeux déjà verrouillés sur leur téléphone. Tous au plus profond de leur propre bataille. Aucun d'eux ne m'a regardé 2 fois. Je faisais partie de l'arrière-plan ici. Un morceau de l'institution qui était debout pendant des décennies avant moi et qui se tiendrait longtemps après mon départ. Cette pensée n'a pas piqué. C'était bien. J'avais toujours cru que la loi était plus grande que n'importe quelle personne. Cette justice était un idéal que nous avons porté ensemble. Un jeune greffier, une femme que je n'ai jamais rencontrée, m'a hoché la tête en passant. Bonjour, jugeait. Les mots ont atterri avec une force silencieuse, non pas à cause du titre, mais à cause du respect qu'ils ont porté. J'ai hoché la tête en arrière, ma poitrine se resserrant avec une chaleur qui se sentait à la fois étrangère et familière. J'avais raté ça. J'avais raté la simple reconnaissance d'être vu, d'être reconnu, pas pour le scandale ou la controverse, mais pour le travail que j'avais fait, pour la façon dont je me suis présenté jour après jour, même s'il aurait été plus facile de rester à la maison. Je me suis rendu au petit bureau qu'ils m'ont donné, un lieu non officiel où les juges à la retraite pourraient consulter des cas spéciaux ou offrir des conseils aux nouveaux commis. Le bureau était nu à l'exception d'une pile de mémoires que j'avais promis d'examiner. Pas de distinction, pas de gros titres, juste la dignité tranquille du travail qui comptait encore. Je me suis assis et j'ai laissé le silence remplir la pièce. Ce n'était pas le genre de silence qui a accusé ou condamné. C'était le genre qui se sentait gagné. Le genre qui est venu après un verdict a été lu lorsque la salle d'audience a vidé et que l'écho de la justice s'attarda dans les airs. Mes yeux sont tombés sur l'endroit vide sur mon revers où était mon épingle. Je l'avais donnée à Janessa Curran, l'étudiante en droit dont la mère que j'avais régie autrefois. Elle avait serré cette épingle comme une promesse. Ses yeux brillants d'espoir et de détermination. Je n'avais pas eu besoin de lui dire ce que cela signifiait. Elle savait. Elle a compris que le vrai pouvoir de la loi n'était pas dans les titres ou les robes, mais dans les choix que vous avez faits lorsque personne ne regardait. Cette connaissance était suffisante. J'ai pensé aux batailles que j'avais combattues, à la sonde d'éthique, à l'invitation de mariage qui avait essayé de m'effacer, les titres qui avaient tordu la vérité. J'ai pensé à Marielle, à la façon dont elle m'avait regardé cette nuit-là quand elle a brisé son propre verre juste pour éviter de reconnaître mon nom. J'avais porté ce moment comme une pierre dans ma poitrine, la laissant me peser, la laissant définir la façon dont je me voyais. Mais aujourd'hui, alors que le palais de justice bourdonne tranquillement autour de moi, j'ai réalisé que ce moment ne me possédait plus. Je n'avais pas besoin d'excuses. Je n'avais pas eu besoin d'une invitation. J'avais besoin de savoir que le travail que j'avais fait, les principes que j'avais confirmés signifiaient encore quelque chose. Et dans le silence de ce bureau, avec la lumière du matin filtrant à travers les stores, je me suis finalement laissé croire qu'ils l'ont fait. J'avais survécu au procès, public et privé, j'avais survécu au chuchotement et au doute. J'avais tenu le terrain alors qu'il aurait été plus facile de laisser le monde me définir par ses propres termes. Et ça, j'ai décidé que c'était suffisant. Je me suis tenu et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, en regardant par-dessus la ville qui avait été à la fois ma scène et ma boîte de jury. La ligne d'horizon se leva dans des tons de gris et de bleu, familière mais toujours sue. Les gens se sont déplacés dans les rues en dessous, leur vie se déroulant dans une centaine de directions que je ne verrai jamais. J'ai pensé à tous les cas que j'avais entendus. Les gens dont les histoires s'étaient croisées avec la mienne pendant un instant. Je me demandais où ils étaient maintenant, s'ils avaient trouvé la paix, s'ils avaient trouvé la justice. J'espère qu'ils l'ont fait. J'espère qu'ils savaient que même dans mes erreurs, j'ai essayé de bien faire. Un coup retentit à la porte, doux mais ferme. Jugeait. C'était un jeune greffier, sa voix respectueuse, ses yeux brillants avec le même espoir que j'avais porté une fois. Ils sont prêts pour vous dans la salle de conférence. J'ai hoché la tête, jetant un dernier coup d'œil à la ville avant de retourner dans le couloir. En marchant, je ressentais le poids de l'ascenseur passer de mes épaules comme une robe que je n'avais plus besoin de porter. Le silence autour de moi ressemblait à un allié, pas à une accusation. Quand je suis entré dans la salle de conférence, j'ai vu un cercle de jeunes avocats attendre, un peu nerveux,
un peu impatient, tous qui me cherchent pour des conseils. J'ai souri, un petit sourire authentique, et je me suis assis. Ils n'avaient pas besoin de connaître toute l'histoire de l'homme qui les avait devant eux. Ils avaient juste besoin de savoir que parfois le silence est le dernier mot, et parfois c'est toute la justice dont vous avez besoin. Je m'éclatais la gorge, sentant la vieille régularité revenir et j'ai commencé à parler. Pas d'un lieu d'amertume ou de fierté, mais d'un lieu de paix gagnée. Parce qu'à la fin, il ne s'agissait pas des gros titres ou des invitations ou des mariages où mon nom avait été laissé de la carte. Il s'agissait de ce moment ici maintenant. Se présentant toujours, croyant toujours au pouvoir de la loi de façonner des vies, refusant toujours d'être effacé. C'était suffisant. Plus que suffisant.